Bonjour Marion, des Bonjour. Ascensionnels, voilà, qui est avec nous cet après-midi pour démarrer cette première journée. Vous êtes nombreuses, vous avez été nombreuses ce matin. Voilà, n'hésitez pas à solliciter votre entourage et les femmes que vous connaissez voilà, dans vos cercles qui seraient intéressées par nos sujets. On a aujourd'hui Marion avec nous qui va nous parler de la perte de légitimité et de ce fameux syndrome de l'imposteur dont je pense tout le monde a entendu parler. Et si c'est pas le cas, vous allez voir, vous allez peut-être vous reconnaître ou pas d'ailleurs, mais effectivement, c'est un sujet, c'est un vrai sujet. C'est très intéressant de pouvoir voilà, se poser ces bonnes questions. Et donc, je tenais à vous dire, voilà, merci d'être avec nous. N'hésitez pas à poster vos commentaires dans le live, dans le chat ci-dessous, et moi je les retransmettrai. Si vous avez des questions à Marion, je les transmettrai à l'issue de sa présentation. Sachez aussi que tous les lives sont disponibles en replay sur notre chaîne YouTube dès la semaine prochaine, donc plus tard à partir de lundi et mardi. Donc si vous avez malheureusement raté quelques interventions, vous avez dû vous arrêter entre-temps, n'hésitez pas à les regarder. C'est gratuit, c'est pour vous. Et puis je tenais à dire également que bon nombre de nos partenaires proposent également des rendez-vous gratuits aujourd'hui et demain, et que vraiment c'est une opportunité à saisir de pouvoir rencontrer des experts dans leur domaine en entretien individualisé. Donc voilà, je vais tout de suite laisser la parole à Marion. Merci encore d'être avec nous Marion, et je vous retrouve à l'issue pour partager sur vos questions. À tout de suite. Merci Valentine. Bonjour à toutes, merci d'être là. Alors oui, hein, comme elle le disait, le syndrome de l'imposteur, c'est tout un programme. Donc je suis Marion Brochier-Botz, fondatrice des Ascensionnels, et j'accompagne les femmes qui veulent mettre du sens dans leur vie et trouver leur job idéal. Alors il y a un mois tout pile, je terminais le salon professionnel de Bordeaux, et comme à chaque édition, c'était 2 jours fantastiques et super intenses, et même beaucoup plus que 2 jours en fait, parce que je prépare toujours beaucoup de choses. J'ai à cœur de faire un workshop qui soit intéressant, inspirant, qui a un impact positif en fait sur vous toutes, parce que c'est ça le but. Donc en clair, pendant les 10 jours qui précèdent le salon, eh bien à la maison, en tout cas dans la sphère perso, je suis pas hyper disponible, pour pas dire pas du tout. Donc il y a un mois tout pile, le vendredi soir, fin de salon, je récupère ma fille et clairement, il était temps que je m'occupe d'elle. Et vraiment que je me reconnecte à elle parce qu'elle avait surtout vraiment besoin d'être rassurée. Donc ce vendredi soir, il était tard, en tout cas trop tard pour elle d'être encore dans le salon. Alors pour la petite histoire, j'étais allongée sur le canapé avec elle dans mes bras, accouchée comme ça, là, sur la gauche. C'est un détail qui a toute son importance, vous vous en doutez, parce que sinon je vous le raconterai pas. Parce qu'en même temps que je la câlinais et que je lui faisais des bisous, eh ben, je pouvais pas m'empêcher d'avoir ce truc-là dans ma main droite. Et il se trouve que je répondais à des emails que je recevais par rapport au workshop et au salon. Donc le temps passe et je ne monte toujours pas coucher ma fille alors que j'aurais clairement dû le faire. Et là, mon conjoint qui était à côté me sort comme ça, ben voilà, tu as un bon sujet pour ton prochain workshop, l'équilibre vie pro, vie perso. Alors pour le coup, j'ai pas trop compris, je l'ai regardé et j'ai dit quoi? L'air de dire, non mais de quoi tu parles? Et en fait non, j'avais très bien compris, j'ai posé mon téléphone, mais pour quelques minutes seulement. Les jours passent et cette remarque me trottait encore dans la tête parce que je savais qu'il avait raison et je m'en suis voulu de ne pas être arrivée à poser ce foutu téléphone. Moi qui ai désactivé les notifications sur les réseaux sociaux, moi qui suis assez à cheval sur l'équilibre vie pro, vie perso, j'ai énormément culpabilisé vis-à-vis de ma fille et je ne pouvais pas m'empêcher de chercher une explication. Alors j'ai commencé à cogiter et la première explication que je me suis rapidement trouvée, c'était assez simple. Ouais, ben, c'est normal, tu es à ton compte, il faut que tu assures la pérennité de ta boîte parce que tu dois rien laisser au hasard, ta rémunération en dépend, etc. Bon, ok. Mais c'était pas suffisant. Je pouvais pas me contenter de ça et j'ai compris qu'en fait, bah, je me servais un peu la soupe, quoi. C'était beaucoup trop facile. Alors j'ai continué à chercher la véritable raison pour laquelle un vendredi soir, je répondais frénétiquement à des emails qui auraient clairement pu attendre le samedi ou le lundi matin. Et là, j'ai accepté d'être un petit peu plus honnête avec moi-même et ça m'a sauté aux yeux. Le fond du problème, c'était une histoire de légitimité. Il était question de ma légitimité professionnelle.
Parce qu'en étant partenaire du salon, en donnant un workshop, je m'expose. Je viens vers vous, je vous parle d'une thématique qui me tient à cœur et qui peut vous être utile à vous dans votre reconversion. Et à chaque participation, j'ai toujours des retours qui sont vraiment extraordinaires, de femmes fantastiques que je rencontre, j'ai des demandes de séances de découverte, j'ai des emails de remerciements. Et j'ai sincèrement une immense gratitude à l'égard de toutes ces personnes qui me font des retours si positifs et qui cherchent à me rencontrer. Donc à mes yeux, ma légitimité professionnelle passait par le fait de répondre quasi instantanément. Et si je ne le faisais pas, je me sentais super mal. Je ne vous dis pas l'état dans lequel j'étais si j'avais un email avec un retard de réponse. Pourtant, c'est pas comme ça que j'aurais dû faire. Mais le fait est qu'inconsciemment, mettre du temps à répondre, ça voulait dire pour moi ne pas être à la hauteur. Et donc, ce truc de ne pas se sentir légitime, ça m'a interpellée et je me suis demandé, mais c'est quand la dernière fois que tu as ressenti ce sentiment-là? Ah ben, c'est quand je me suis moi-même reconvertie. Alors pour l'anecdote, je suis une double reconvertie professionnelle. J'ai passé un temps infini à l'échelle de ma vie à chercher ma place professionnelle, là où je pouvais faire parler mon potentiel, me lever le matin pour faire quelque chose qui ait du sens, donc une mission dans laquelle je me sente légitime. Et j'ai investigué donc cette histoire de légitimité appliquée à la reconversion professionnelle. Parce que c'est dans ces moments de transition que les peurs et les doutes sont les plus présents, les plus virulents. Et il faut dire qu'on parle souvent de la question de la confiance en soi, mais finalement assez peu de la légitimité. Les deux sont proches, mais ne sont pas identiques. Si je devais poser une définition très simple et rapide, je dirais que la confiance en soi, c'est l'appréciation que l'on a de tous les aspects de soi, intellectuel, psychologique, physique et corporel. La légitimité, c'est beaucoup plus difficile à définir et pour faire simple, ce sont les actions que l'on va s'autoriser à faire qui correspondent à des règles établies sur une thématique donnée. Se sentir légitime dans son métier, se sentir légitime de son succès, se sentir légitime de l'argent qu'on a gagné, etc. Et comment est-ce qu'elle se manifeste finalement cette absence de légitimité? Tout d'abord, ça peut être le fait de ne pas vous sentir à votre place. On ressent ce sentiment quand il y a un décalage, voire une déconnexion entre ce que vous êtes fondamentalement, vos valeurs, et ce que vous faites. Alors, sans vouloir faire du suroptimisme, c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'étant donné que vous êtes en reconversion professionnelle, c'est que tout simplement, vous n'avez pas encore trouvé votre identité professionnelle. Mais quand vous aurez trouvé votre mission, ce qui vous fait vibrer, ce qui met du sens dans votre vie, votre moteur en fait, vous vous sentirez à votre place et ça sera tellement évident mais que vous vous poserez même plus la question d'être légitime ou pas. Ça peut être aussi la peur de ne pas être à la hauteur. Parce que clairement, la reconversion pro, c'est un challenge dans une vie. On ne va pas se mentir, on bouscule ce qu'on croit savoir, on acquiert de nouvelles compétences, on doit apprendre et comprendre les codes d'une nouvelle activité et on n'est jamais totalement sûr finalement de si on va y arriver, même si on fait tout pour. En tout cas, on doute beaucoup et souvent. Est-ce que je suis vraiment légitime pour faire tel métier ou encore, non mais qui je suis pour prétendre vouloir faire ça? Et enfin, ça peut être la crainte du regard des autres. Donc là, plusieurs choses. La peur de décevoir vos proches, vos parents qui ont peut-être financé vos études ou qui ont projeté sur vous un type de carrière. Ça peut être aussi la peur de passer pour quelqu'un d'instable, qui a du mal à se fixer. Vous savez, parce que dans le monde merveilleux des adultes, il faut que tout soit cadré, planifié et exécuté. Donc, ce début de questionnement sur la légitimité, je l'ai trouvé, mais vraiment passionnant. Et j'ai eu l'impression d'ouvrir un petit peu la boîte de Pandore. Une recherche menant à une autre, j'ai revisité des territoires que je connaissais, j'ai revisité mon propre passé de reconverti, et puis je me suis mise à faire des liens entre l'affirmation de soi, la reconversion, la légitimité, et ça m'a menée au syndrome de l'imposteur, qui est, si on peut dire, le stade supérieur. Alors, malgré le mot syndrome, le syndrome de l'imposteur, c'est pas une maladie, c'est ni une faiblesse, ni un signe d'échec. Les recherches ont montré que 70% des gens ressentent au moins une fois dans leur vie le sentiment d'imposture, peu importe l'endroit du monde, l'âge ou le sexe, même s'il y a une tendance plus importante chez les femmes. Le sentiment d'imposture se manifeste notamment dans des phases de transition de vie, donc clairement, vous y êtes en plein dedans. Ce terme a 3 caractéristiques. La première, c'est la croyance que nous avons que les autres surestiment nos compétences et nos points forts, qu'ils se trompent à notre sujet. La deuxième, c'est que nous avons peur que cela soit découvert et qu'on soit démasqué. Et enfin,
Il y a la tendance systématique à attribuer nos réussites à des facteurs externes, comme la chance ou le hasard, ou le travail acharné, et à attribuer nos échecs, parce que c'est comme ça qu'on les perçoit, à des facteurs internes. Je suis nulle, je suis pas assez qualifiée, je suis pas assez jolie, bref, peu importe. Comment est-ce que ça fonctionne? Le mécanisme est le suivant. Je pense que je ne mérite pas le travail que j'ai, ou peu importe. Je pense que je suis un imposteur. Et j'ai peur qu'on le découvre. Donc, je travaille exceptionnellement dur pour éviter d'être au maximum, soi-disant démasqué. Je suis soulagée parce que je réussis, bah forcément, vu le travail que j'ai engagé et les compétences que j'ai, même si je les ignore, je ne pouvais que réussir. Mais ce soulagement est de courte durée parce que je pense que j'ai eu de la chance. Et j'ai de nouveau peur parce que je me dis que la prochaine fois, là, c'est sûr, je vais être démasquée. Alors je travaille encore plus dur, etc., etc. Les personnes les plus touchées sont les personnes travailleuses, perfectionnistes, qui sous-estiment leur travail et qui repoussent les compliments. Et ça, c'est très féminin, non? Du coup, je vais m'attarder un petit peu sur la spécificité féminine du syndrome de l'imposteur. Mais pourquoi est-ce que les femmes y sont plus sujettes que les hommes? Il y a plusieurs explications. La première, c'est que le succès est toujours évalué selon des critères stéréotypés, bien sûr, masculins. Le statut, la puissance, l'ambition et même l'agressivité. Alors que la société attribue aux femmes un rôle plutôt tourné sur le bien commun, comme le soin et l'éducation. Autre chose, les attentes de la société vis-à-vis des femmes concernant le succès sont plus basses qu'à l'égard des hommes, ce qui crée ce qui s'appelle un déficit de confiance. Et ce déficit entraîne automatiquement le doute. Ce qui fait que quand une femme a du succès, elle va associer son succès à des facteurs externes, genre ah ouais, non, mais là j'ai eu de la chance, plutôt que se dire bah ouais, je le mérite, je suis intelligente, j'ai travaillé, voilà. Dernier facteur, il y a le jugement. Les filles ont compris très tôt qu'on les juge bien plus durement que les garçons. L'apparence compte énormément. Donc pour éviter les critiques, elles cherchent à être parfaites. C'est un automatisme qu'on a depuis qu'on est toute petite. Et cet idéal de perfection, c'est le meilleur des terreaux pour le syndrome de l'imposteur. Ce qui me mène bien sûr au mythe de Superwoman. On veut être une super maman, une épouse, une copine sexy, une fée du logis, une professionnelle accomplie, tout en étant super sportive, en faisant du bénévolat, en étant impliquée dans sa vie perso. Mais plus on veut se prouver et surtout prouver aux autres qu'on est exceptionnel, au plus on tombe dans le syndrome de l'imposteur. Pourtant, il est tout simplement impossible d'exceller dans tout. Ça n'existe pas. Donc on souffle un coup, on se détend. Mais je dis ça, ça marche aussi pour moi, je vous rassure. Donc à l'origine du manque de légitimité et du sentiment d'imposture, il y a la peur et la honte. Avoir peur et avoir honte, ça nous rend vulnérables. Et on déteste se sentir vulnérable parce que ça veut dire qu'on est fragile. Et on sait que la vulnérabilité peut mener à des issues dramatiques en termes de manipulation, par exemple. Pourtant, c'est cette fragilité qui fait notre humanité. Parce qu'en fait, être vulnérable, c'est accepter de prendre des risques mesurés, mais des risques quand même. Et quand on souhaite changer de vie professionnelle, prendre des risques, on en a quand même un petit peu besoin. Être vulnérable, c'est quoi? Par exemple, dans la vie, c'est dans un couple, dire je t'aime en premier. C'est décrocher son téléphone pour demander pourquoi est-ce que sa candidature n'a pas été retenue. Être vulnérable, c'est être ici, là, comme vous, aujourd'hui et demain, et oser parler de soi et de sa situation aux partenaires comme moi, que vous ne connaissez absolument pas. Être vulnérable, c'est aller voir son patron et lui annoncer qu'on s'en va parce qu'on n'en peut plus. Être vulnérable, c'est lancer son entreprise. Bref, c'est plein de choses, être vulnérable. La vulnérabilité, c'est la source du renouveau, de l'innovation et de la créativité. Et c'est cette vulnérabilité que je vous propose d'utiliser pour surmonter votre manque de légitimité et votre sentiment d'imposture que vous ressentez peut-être souvent, peut-être un peu. Est-ce que vous savez que les gens qui acceptent la vulnérabilité comme une simple variable du jeu, comme quelque chose qui arrive dans la vie, ressentent un sentiment d'amour très fort et un sentiment d'appartenance encore plus fort? Et ce sont eux qui vivent leur vie le plus pleinement et qu'ils estiment être la plus épanouissante. Parce que quand on refoule la vulnérabilité, on anesthésie nos sentiments, nos ressentis et notre affect. On se coupe du mauvais, ça c'est cool. Par contre, on se coupe aussi du très bon. On se coupe de la joie, de l'amour et du bonheur. Donc accepter d'être vulnérable, surtout maintenant
quand on veut reprendre sa vie pro en main, c'est se donner la possibilité d'ouvrir toutes les portes possibles. Alors si on essayait, juste essayer d'arrêter de se demander si on est assez bien, et si on partait du principe que nous avons en nous tout le nécessaire, que nous avons l'essentiel. Acceptez-vous tel que vous êtes, apprenez à connaître votre valeur et prenez la responsabilité de communiquer sur vous et sur votre valeur. Parce que connaître sa valeur, c'est identifier ce qui fait que vous êtes unique et authentique. Demandez-vous quels sont vos points forts, vos compétences, quels problèmes vous pouvez permettre de résoudre, quelles sont les valeurs qui vous structurent profondément. Construisez votre reconversion en fonction de tout ça et n'essayez surtout pas de reproduire une reconversion dans tel ou tel domaine parce que vous connaissez quelqu'un pour qui ça a marché. Parce que tout simplement, ce n'est pas qui vous êtes. Nos valeurs et nos compétences ont tellement plus d'impact et de puissance quand on parle en étant nous-mêmes. C'est une carte d'identité professionnelle que vous allez vous construire en fait. Et ça va vous permettre de vous sentir à l'aise dans vos démarches de reconversion. Et de fait, communiquer sur votre valeur sera naturel. Et quand quelque chose se fait naturellement, c'est beaucoup plus facile. Forcément, tout ça, ça implique un gros changement d'état d'esprit. Et quand on se bat avec sa légitimité et la confiance, c'est pas la chose la plus évidente à mettre en œuvre. Je le concède bien volontiers. Du coup, voici quelques astuces et stratégies que vous pouvez mettre en œuvre assez facilement avec votre tête, un stylo et un bout de papier. Tout d'abord, répétez-vous que votre ressenti ne signifie pas la réalité. Ensuite, acceptez de faire des erreurs. Personne n'est parfait, mais sinon ça serait d'un ennui mortel. Acceptez aussi de demander de l'aide. C'est vraiment un signe de maturité que de savoir demander de l'aide quand on en a besoin. Admettez que c'est normal d'avoir des sensations d'inconfort quand vous entreprenez de nouvelles choses. C'est le propre de la nouveauté et ça s'appelle sortir de sa zone de confort. Et ça, je vous en parlerai dans un prochain workshop. Et demandez-vous comment vous réagissez face aux critiques. Donc là, exercice. Vous allez lister les remarques récurrentes, les critiques qu'on vous fait. Vous allez les analyser. Celles qui sont fondées, ça va vous donner de très bonnes pistes d'amélioration. Et pour les autres, c'est le moment de vous défendre. Autre exercice, vous allez faire le point sur vos réalisations pour vous rendre compte du chemin que vous avez parcouru. Vous allez lister chaque chose qui vous a apporté de la joie, comme avoir enfin réactualisé votre CV après des mois de procrastination, ou alors c'est le fait d'avoir découvert une formation passionnante, bref, peu importe, du moment que ça vous a fait du bien. Et demandez-vous pourquoi est-ce que ça vous a fait du bien, quel besoin est-ce que ça a comblé en vous. Puis vous allez communiquer dessus, vous allez en parler, vous allez en faire part aux autres, sans vous vanter et sans vous rabaisser. Vous parlez des faits de manière concrète. J'ai participé au salon professionnel pour la première fois et je suis rassurée car je me suis rendu compte que j'étais loin d'être la seule dans cette situation. Ça me donne beaucoup d'énergie et d'idées pour la suite. Ou alors, j'ai décidé de prendre ma reconversion en main et j'ai fait appel à un coach. Depuis, j'ai l'impression d'avoir regagné confiance en moi. Se rendre compte du chemin parcouru, ça marche très bien pour la légitimité. Maintenant, plus difficile pour le syndrome de l'imposteur. Voilà ce que je vous propose. Vous allez écrire vos réussites, vos succès de manière factuelle. Parce que quoi que vous en pensiez, les faits sont là, même si vous n'y croyez pas. Cette liste, vous allez l'observer et pour chaque item, vous allez écrire la croyance que vous avez à son sujet. Par exemple, là, cet entretien, ce boulot, je l'ai eu, c'était un coup de chance. Voilà. Ensuite, vous allez vous demander en fait quelles compétences, quel savoir-faire, quel talent vous avez mobilisé pour ce succès. Et vous verrez sans aucun doute que vos ressources internes, votre valeur supplantent très largement, mais vraiment très largement, la chance ou le hasard ou toutes les excuses que vous pouvez trouver. Et pour finir, vous complétez cette liste avec 10 de vos atouts et 5 choses que vous admirez en vous. Je sais que c'est pas facile, donc vous pouvez demander à votre entourage de vous aider en leur demandant surtout d'être très bienveillant à votre égard, sinon ça sert à rien. Et enfin, toute dernière chose, acceptez les compliments. Ne les minimisez pas et ne les dénigrez pas. En acceptant les compliments, vous allez ouvrir votre mental à des pensées beaucoup plus positives. En autorisant les autres à vous valoriser, vous acceptez votre propre valeur.
Et dites-vous surtout qu'en n'acceptant pas un compliment, vous donnez l'impression de ne pas faire confiance à la personne qui vous le dit, parce que vous doutez ouvertement de sa parole. Donc accepter les compliments, ça montre votre assurance et votre sociabilité. Alors je pourrais vous proposer des outils comme ça tout l'après-midi, mais déjà ça va vous permettre de prendre du recul, de vous sentir légitime et de communiquer sur votre valeur de façon sereine et apaisée. Connaître et estimer sa valeur, ça va bien au-delà de l'aspect financier et de la rémunération. J'espère que vous l'avez bien compris. C'est bien plus profond que ça. C'est une question en fait de respect de soi et donc de confiance en soi. La confiance en soi étant le berceau de la légitimité et se sentir légitime, c'est repousser le sentiment d'imposture. Vous voyez que le cercle vicieux s'est transformé en cercle vertueux. Alors maintenant, vous aussi, vous allez renverser la vapeur, vous allez faire de votre vulnérabilité votre meilleur allié pour votre renouveau professionnel. Et encore une fois, comme à chaque workshop, c'est tout le mal que je vous souhaite. Merci beaucoup. Merci, merci Marion pour ce bon coup de boost là pour reprendre l'après-midi parce que moi je pense qu'on a toujours besoin de savoir qu'on est légitime, de ranger ce sentiment de l'imposteur dans un placard et de surtout bien verrouiller la porte pour plus qu'il ressorte. Mais c'est un travail de tous les instants. C'est vrai qu'on a cette tendance naturelle à penser que non, il y a toujours mieux que soi pour pouvoir accomplir certaines choses, certaines missions, alors que non. Il faut pouvoir accepter les compliments et surtout accepter de l'aide, de se faire entourer une fois de plus, c'est toujours important et voilà, de se booster. Là, c'était vraiment une bonne dose d'énergie. Merci mille fois pour tous ces petits conseils, ces petites astuces et j'espère que parmi vous, vous avez pu bien noter tout ça. Sachez que Marion a des créneaux de rendez-vous disponibles encore, il me semble, sur la page. Donc, vous allez sur pour demain, il en reste. Ouais. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Le sujet est vaste. Ça fait partie. C'est la légitimité, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de la reconversion. On va dire que c'est presque inhérent parce que le doute entraîne forcément des questions sur sa légitimité. Donc, c'est important de faire le point sur soi. Et donc, moi et les autres partenaires, on est vraiment là pour vous aider à clarifier votre objectif, clarifier vos prochaines étapes. C'est important. Alors, vous avez des merci qui arrivent sur le chat, notamment de Chris qui vous dit merci beaucoup. Donc oui, n'hésitez pas à prendre ces rendez-vous gratuits. Nos partenaires ont joué le jeu aussi de se mettre du temps à disposition dans le cadre de cet événement pour vous uniquement. Donc profitez-en. Voilà, on a toutes besoin de conseils et d'énergie pour avancer, parfois dans des périodes plus compliquées que d'autres. Donc merci encore Marion. Il n'y a pas de questions particulières, je vois aujourd'hui sur les différents chats que l'on a, mais ce que de toute façon c'était clair et voilà, donc encore une fois, je vous invite à aller consulter la page, vous allez sur le pôle accompagnement individuel et vous verrez les ascensionnels, c'est le Marion qui a encore des créneaux, donc vous pouvez les bloquer, les réserver pour avoir cet échange personnalisé. Merci Marion pour votre confiance de nous suivre sur cette édition encore et sur ce format un peu particulier. On espère vivement se retrouver en vrai dans un espace dédié dès les prochains salons. Donc merci beaucoup, bon après-midi et puis merci de même, merci à vous et merci à vous toutes.